permanent. C'est des états d'urgence et puis c'est des actes fondamentaux. Toujours, il anticipe. Donc là, il a anticipé pour trouver moyen de tuer, d'arriver au massacre de masse. Pour faire peur, pour arriver au massacre de mars, pour faire peur, il fallait trouver un alibi. Quelqu'un qui joue le jeu. Et ce jeu, il le joue à merveille. Et l'aveu au procès de... Ah ben oui, l'aveu de puissance. Tout à fait. Qu'ils ont prononcé au vœu de Tobunda, les vœux qu'ils ont fait au procès de Dabira, Nyangambwala et tout ça. On a vu. Mais c'est quand même cocasse, comme disait Yaben tout à l'heure, que nous puissions encore avoir des doutes lorsque un officier général comme Dabira, qui n'est pas n'importe qui pour ce régime, vient dire à la barre que c'est Nyangambwala qui fournissait des armes à Ntoumi et que les gens continuent encore de croire aujourd'hui que c'était Saint-Michel qui descendait ses armes, allait les enfouir, je ne sais pas où, dans le buisson. Mais franchement, nous sommes devenus, je ne sais pas, je ne sais pas pour qui on nous prend dans le pool, quoi. C'est la propagande, hein. C'est la propagande. Non, mais c'est hallucinant. C'est tout à fait, mais c'est la propagande parce que on peut faire croire à quelqu'un que l'outre qui est là, c'est une lanterne. Il suffit de le répéter plusieurs fois. Et là, c'est ce que Sassou a fait depuis très longtemps. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, croient encore que Ntoumi est un véritable résistant, alors que nous, on a fait la démonstration dans ce livre-là que ce n'est pas du tout un résistant. Et en 2005, donc avant l'apparition du livre, on avait sorti un communiqué qu'on appelait Sassou, cheval le 3, Ntoumi, cheval le 3 de Sassou dans le pool. On avait aussi à ce moment-là fait la démonstration à partir de témoignages issus du Congo, à partir des articles de la semaine africaine et de la rumeur. On avait déjà fait la démonstration que ce personnage avait été créé de toutes pièces par Sassou pour pouvoir avoir un alibi, aller massacrer les populations dans le pool et en même temps le permettre de gouverner en état d'urgence. Parce qu'il ne sait faire que ça. Et quand il gouverne, en fait, il ne gouverne pas. Je dirais plutôt qu'il règne. Puisque quelqu'un qui gouverne construit. On lui ne construit pas, il détruit, il vole et il amène tout à l'extérieur. Mais dans le pays, il ne fait rien. Quand tu fais quelque chose, ce n'est pas viable, au bout de quelques mois, ça se détruit. C'est terrible. Et donc, avec tous ces éléments, si les gens réfléchissaient, ils y arriveraient. Mais le problème qu'il faut aussi évoquer, c'est que je pense qu'il faut, je dirais, il y a le côté syndrome de Stockholm qui est dans la tête des gens. Ils ont tellement vécu des situations de guerre tellement difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le pool, à Brazzaville, déjà à Bakongo, quand Sassou rentre à Bakongo, il massacre les gens dans les parcelles. Aujourd'hui à Bakongo, si on passe toute l'arrondissement de Bakongo avec des appareils de télédétection, on va s'apercevoir que dans beaucoup de parcelles ou dans les rues, on a enterré des gens. Bien sûr. On a enterré des gens. Donc ça fait que les populations sont aujourd'hui traumatisées. Et ce traumatisme, ce syndrome de Stockholm qui dit ben, mon bourreau, c'est un copain, pourquoi pas, je vais pactiser avec lui. Donc le président Ntoumi, c'est quelqu'un qui veut ton bien. Ah oui, effectivement, il veut mon bien, j'y vais. Et beaucoup de gens croient encore en Ntoumi. Mais comme beaucoup de gens également, je crois que l'équation est en train de s'inverser. De plus en plus de gens ne croient plus en Ntoumi, commencent à se rendre compte que Ntoumi a été le véritable calvaire pour le peuple. Il y a Olivier, pour clôturer un peu ce sujet, mais enfin on ne peut jamais le clôturer, puisque le but c'est quand même d'emmener les gens à constater par eux-mêmes à travers les lectures. C'est pour cela que lors de notre dernière causerie, vous nous avez encouragé, justement, vous avez exhorté la jeunesse à se documenter et à lire. Qu'est-ce que Yaya Olivier pourrait ajouter sur cette affaire Ntoumi pour terminer un peu ce chapitre? Non, je le réitère. Ce n'est pas la peine de le répéter, déjà que je l'ai déjà dit. Il faut que ces jours ici, nous sommes en train d'avoir là les cheveux, c'est blanchi là, et puis la faiblesse également vient au pied. Surtout la faiblesse. Il
il faut apprendre. Il faut analyser. La matière est là. Nous sommes ici en Europe en recul pour élaborer des vrais mots d'ordre, pour bien étudier ce régime-là, pour bien étudier ce personnage, ces personnages qui pillent, qui volent, pour savoir quel mot d'ordre il faut prendre, quelle stratégie il faut mettre en place pour continuer le combat. Parce que ce livre également, non pas que nous avions seulement fait l'état de lieu, mais nous avions également, il y a le que faire. Nous avions dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour... parce que ce pillage-là, c'est une mafia. Ne pille pas que les Sassou. Il y a les Français, les Français qui sont derrière. Ils sont ensemble, c'est une mafia. Donc cette mafia, comment est-ce que nous allons la combattre? Autour de la France-Afrique. Autour de la France-Afrique. Comment faire? C'est là les solutions. Mais quand on ne s'informe pas, bon, vous venez là, bon, il n'y a aucune capacité de se mettre ensemble. Et ça aussi, c'est des capacités viables. Si vous avez parlé de la FCD, viable, durable, si nous nous sommes mis ensemble pendant longtemps et sortir ce travail-là, c'est parce que nous savions nous mettre ensemble pour travailler. Parce qu'on a su le faire. Ça ne sort pas du néant. Alors, donc, toujours autour de cette histoire du pillage de biens communs, ce n'est pas une affaire qui ne date que de l'après-coup d'État de 1998, puisque déjà, à l'époque, le M22 dénonçait déjà l'obumétrie, ce qu'on appelait l'oligarchie bureaucratique, militaro-tribale. Alors, nous avons la chance, l'honneur de vous avoir là, chers aînés, vous qui connaissez un peu le M22, qu'est-ce qui s'est passé et comment cette histoire ce concept d'obumétrie a été élaboré. Là également, c'est un peu ma jeunesse. Bon, j'avais parlé des journées du 13, 14, 15 août. Donc, c'est le seul moment, quand il y a eu le colonialisme, et je crois que c'est en se retrouvant avec mon jeune frère Ben ici présent, qui avait su bien le trouver, comment le général de Gaulle même est arrivé à donner ces indépendances-là autour de ces chars qui avaient, du panne d'essence qu'il avait eu avec ces chars. C'est sur cette question-là que de Gaulle a réfléchi et que ces mêmes indépendances, je crois, sont allées très vite. Qu'il a nommé Guillaume à l'action comme ministre de pétrole. Tout est parti de là. Ces indépendances, quand ils sont mis en place, c'était des indépendances données. Que ce soit au niveau de toute l'Afrique, avec l'expérience que les Français avaient tirée de l'Algérie, et surtout de l'Indochine et de l'Algérie. Surtout de l'Indochine. Donc, à un moment donné, plutôt chez nous, il y a eu, j'en parle un peu dans le livre où j'ai parlé des prédateurs au niveau des objets d'art, Chikamanu, l'art de l'autre, j'en parle un petit peu là-dedans. Il y a eu donc, au niveau du Congo, cette indépendance
c'était des indépendances données. À la tête viendra Yulu Fulbert. Mais c'est sous Massamba Débat, le 13, 14, 15 août, je reviens là-dessus, nous parlons du mouvement du 13, 14 au 15 août. Alors, au niveau, il y avait une forte mobilisation de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est presque la jeunesse qui a donné, qui a créé le mouvement national de la Révolution. Le MNR, donc on placera Massamba Débat. C'est vraiment une révolution. On placera Massamba Débat à la tête. Et la grande victoire que nous avions menée dans ce mouvement, la jeunesse était unie. Et celui qui a apporté ce mouvement du 13, 14 au 15 août au niveau de la jeunesse fut Ange Diawara. Ça, nous avions chassé l'armée française du Congo avec les bâtons. On avait que les bâtons en main. Et ça, au niveau de la France, on nous a gardé donc, c'est sûr. C'est cette donc révolution qui est arrivée et la réflexion d'être nous-mêmes au niveau du Congo, c'est-à-dire qu'il y avait un peu, c'est plutôt chercher une authenticité politique entre les mouvements à l'époque, donc le mouvement de Bandung, quelle voie idéologique il fallait trouver pour nous développer. C'est ce fameux, bon, socialisme et Massamba Débat, on va dans le socialisme bantou, où nous nous sommes pris les pieds entre nous parce que en fait, le choix qu'on avait fait et qui était aussi influencé à l'époque. À l'époque, nous nous étions pas sortis du pays. Même Diawara, quand il a étudié, il n'est pas sorti du pays. Mais on admirait beaucoup ceux qui avaient fait des études à l'extérieur. Quand il est rentré au pays, ça c'était les grandes valeurs. C'est les grandes valeurs d'orientation de ceux qui étaient dans le pays. Des gens qui devaient faire la politique. Moi, je suis un grand admirateur de cette intelligence. À l'époque, nous, on était des jeunes, on allait au tribunal et écouter Matsokota faire ses plaidoiries, là. Faire ses plaidoiries. Donc, celui qui parlait bien le français. Des gens qui connaissaient. Et quand je suis arrivé ici, c'est heureusement ce travail-là dont nous parlons dans le livre-là. Heureusement que j'ai croisé le petit frère Benjamin, qui effectivement, et d'autres. Et nous avons un plus vieux que nous aussi, Marie-Albert, dont nous parlons, depuis que nous avions commencé ces causeries, nous parlons peu. Il est un peu en grande difficulté. Ce que j'ai parlé ici, on vieillit là. Ne comptez plus bientôt sur nous. Donc, à cette révolution-là, a commencé à se construire des tendances politiques. Mais la tendance politique de Ange Diawara, c'est celle qui était pure pour construire le pays. Parce que les autres qui se mettront dedans viennent avec l'esprit de voler. Et c'est les opportunistes. Et je crois que c'est la tendance qui a gagné actuellement. Parce qu'il y avait des groupes de ceux qui voulaient construire le pays et il y avait le groupe de ceux qui pillaient, les pilleurs. Donc, qui ont utilisé des arguments comme toujours les mêmes. Quand on voit par exemple sur le Bumitri là, le Bumitri qui a commandé, celui qui a été à l'origine, donc Ngwabi, Yombi et Sassou.
Ngouabi, Yombi, Sassou, qui ont commencé à mener cette réflexion autour des gens du Nord, regrouper les gens du Nord pour les braquer contre, au Nord, le Sud est plus développé. Alors que nous savions bien que c'est la colonisation, c'est pas Youlou qui a formé les cadres qui étaient là, par exemple, les cadres comme ceux qui étaient aux finances, ceux qui étaient à la poste, ceux qui étaient dans des différents... Parfois à l'armée. Mais c'est des cadres laissés par les colons. Mais ces cadres-là ont voulu la continuité de l'État colonial. Et quand nous avions fait, là je reviens là-dessus, donc la révolution, nous avions ajouté un plus, vouloir être nous-mêmes. Donc vient ces tendances de révolutionnaires, de contre-révolutionnaires. Mais il y avait à l'intérieur de ces mêmes révolutionnaires, là, on n'avait pas bien compris Massamba Déba, qui avait la tendance du socialisme bantou. C'est pour éviter un peu le braquage. C'est maintenant qu'avec le recul que j'y ai pensé. Parce que le mot communisme qui faisait peur, quand on avait accepté l'idéologie du socialisme scientifique, donc dirigé par les idéologues étaient les Noumazalaï, nos frères, les Ngalagraï, les Lunda, les Lissouba, donc ceux qui revenaient de l'extérieur du socialisme scientifique. Massamba Déba n'a pas pu peser. Et les contradictions ont commencé là. On n'a pas pu faire accepter le socialisme scientifique, plutôt le socialisme bantou, pour dévier les colères, pour dévier plutôt les peurs du communisme. Alors, vraiment, c'est tellement intéressant, tellement profond. Moi, je voudrais là aussi demander l'avis de Yaben, qui certainement vient un peu après, et comment Yaben a vécu un peu voilà, ce mouvement ou cette critique autour de l'obumitrie. Alors, moi, je viens vraiment bien après, très très loin après, parce que moi, j'ai eu, je dirais, la chance et la malchance d'avoir fait une partie de mon lycée en France. Et à l'époque, mon père avait un projet, on m'envoyait en France faire le lycée ici, c'est faire la classe préparatoire, pour faire partie de l'élite du pays. Mais à ce moment-là, quand j'arrive en France pour faire mon lycée, donc les problèmes de l'obumitrie se mettent en place avec, donc, tout à l'heure notre aîné l'a souligné, Wabi, Yombi et Sassou. Il faut rappeler assez rapidement, je revenais là-dessus, il faut rappeler assez rapidement que quand les gens venaient se former en France, ils partaient du Congo, ou bien étaient déjà au lycée ici, ils avaient le bac, ils rentraient dans les classes préparatoires, préparer les concours des grandes écoles, rentraient dans les grandes écoles ou aller à l'université. Or, à ce moment-là, des cadres du Nord, il n'y en a pas beaucoup qui étaient universitaires ou qui avaient le bac. Si on prend Ngouabi, Yombi et Sassou, ils n'avaient pas le bac. Il faut rappeler que de leur cursus à l'école militaire, notamment Yombi et Ngouabi, ils avaient seulement ce qu'on appelait le brevet indigène, le BPC indigène. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans les grandes écoles en France. Et à ce moment-là, la France crée une école spéciale à Strasbourg, qu'on appelait l'école interarmes de Strasbourg, pour former les officiers de la coloniale, donc les officiers des États sortis à peine de la colonisation, pour en faire des officiers. Donc, eux sortent sergents de l'armée française, ils sont recrutés par l'armée congolaise, puisque nous sommes au Congo, envoyés en France, donc, à cette école de Strasbourg, pour être officiers, et vont faire des stages à Saint-Cyr. Mais quand ils rentrent au Congo, ils se disent Saint-Cyriens. Alors qu'ils n'ont jamais fait le concours pour entrer à Saint-Cyr. Il faut faire le concours pour y être. Il faut avoir été soit universitaire, donc préparer le concours, ou alors être ingénieur d'une école pour rentrer sur titre. Et les seuls officiers qui étaient rentrés sur titre à Saint-Cyr ou qui avaient préparé le concours étaient tous, malheureusement, du Sud.
Quand on prend Kimwalankaya, il a fait le lycée Hoche à Versailles, l'un des plus grands lycées de France, où il a préparé le concours de Saint-Cyr. Moi, par hasard, je suis passé par là aussi, par le lycée Hoche. Et aujourd'hui, les Bautins le disent, hein, c'est très clair. En France, quand on vient, vous avez fait l'école, vous y allez, vous consultez les archives, vous retrouvez votre nom. Aujourd'hui, quand on va demander à certains officiers, soi-disant Saint-Cyriens, congolais, de montrer leur passage, soit dans un lycée préparatoire en France, soit le concours qu'ils ont passé, leur classement au concours, on ne les retrouvera pas. Parce qu'ils étaient stagiaires à Saint-Cyr, tout simplement. Donc ces conflits commencent aussi à ce moment-là. Parce qu'il y a un ancien, un doyen aussi, un aîné, qui m'avait également parlé de cela, qui me disait, mais tu sais, nous on a eu des conflits à l'époque au sein de l'armée parce qu'il y avait ceux qui sortaient des grandes écoles et ceux qui arrivaient à Strasbourg, on était tous officiers. Et quand on finissait, on rentrait au Congo, eux ils voulaient nous garder lieutenants, alors que nous on avait fait les grandes écoles, nos homologues faisant les mêmes grandes écoles en France, quand ils sortaient de l'école, ils étaient capitaines. Eux ils voulaient nous garder officiers. Certains à l'époque ont démissionné, sont restés en France, comme de très grands médecins. Ils sont tous pris leur retraite en France comme de grands médecins, parce qu'ils se disaient, je ne peux pas accepter d'être dans un pays où le médiocre va commander celui qui a fait les grandes écoles. Donc les problèmes de l'opimétrie, en partie aussi, vont être sous-tendus par ça. Puisque eux se disent, c'est le moment, on dit bien opimétrie, oligarchie, bureaucrato-militaro-tribaliste. Donc c'est le moment de nous accaparer du pouvoir et de prendre tous les postes clés. Quand on prend Noumazalaï qui en fait partie après, il n'a pas fini ses études en France, il n'a jamais fini. Quand on prend Pierre Nzé qui en a fait partie, il n'a jamais fini. Quand on prend Camille Bongo, il n'a jamais fini. Lui-même Sassou, il n'a jamais fini. Il est passé, et on sait pas on sait où il est passé. Il a toujours échoué. Il a toujours échoué. On sait qu'on l'a envoyé à Saint-Mexan faire un stage. Il a échoué, il avait été radié de l'école, enfin il avait été échoué de l'école, il avait ni les capacités intellectuelles, ni les capacités physiques. Il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune Mabile Mono qui a fait un papier sur le net qui dit bien que Sassou n'a jamais été parachutiste. Or, nous, on le dit depuis très longtemps qu'il n'a pas son brevet de parachutiste. Le seul qu'il avait à l'époque, les seuls qu'il avait à l'époque, il y avait Sirocco, qu'ils ont tué. Parce que l'opimétrie, c'était aussi quoi? C'était massacrer ceux qui avaient les capacités de commander un jour ou d'avoir des postes de responsabilité pour qu'eux récupèrent ces postes-là. Donc, au machin dans l'armée, donc notamment au bataillon Para, Kinganga Sirocco avait été tué. Bon, deux officiers qui étaient aussi valables, qui avaient fait des écoles aussi, comme les Mewama, les Bikumu, ont aussi été tués dans des formes atroces et tués par qui? Toujours par cette opimétrie qu'on va retrouver après avec Sassou, qui lui, va vraiment l'asseoir complètement. Donc voilà moi comment un peu j'ai vécu ça, et j'ai été en partie, je dirais pas frustré, mais j'ai été, ou je dirais plutôt dépité, parce que je ne comprenais pas trop à l'époque, quand mon père à un moment donné m'a dit, écoute, on a des problèmes ici, on a interdit aux gens de faire les grandes écoles, tu as passé ton bac, tu l'as eu très bien, tu reviens au Congo. Et moi, par bravage, je dis à mon père, non, je préfère faire notre concours, je m'en vais à Nancy faire chimie. Et donc je fais un concours pour aller à Nancy faire chimie, et donc j'ai reçu à ce concours-là, et en pleine année scolaire, au mois de novembre, mon père me dit, tu rentres au Congo. Comme il fallait obéir au père, je suis reparti au Congo faire la faculté là-bas. Voilà. Donc, pour finir par cette anecdote-là, pour montrer que l'opimétrie, effectivement, a été quelque chose qui a été mis en place, non pas seulement sous Sassou, mais bien plus tôt, donc pratiquement sous le régime de Yulou, et a trouvé son, je dirais, son paroxysme aujourd'hui avec le Sassou. Voilà, donc il y a Olivier va certainement rebondir encore pour revenir un Je peu. veux rebondir également pour éclaircir surtout la période où j'ai parlé du Diawara, où comment est-ce qu'on arrive, parce que là on parle de Sassou, là, les états d'urgence, c'est lui. Mais quand on veut faire la même pratique, on cherche, il y a des contradictions. Personne, moi je suis là, je le témoigne, je dis que le fameux, je l'accepte, le fameux mouvement populaire qu'on a failli mettre en place, le Diawara, n'a pas été contré par les Ngwabi ni personne. Ce mouvement a été tué par ses propres... Il y avait trop de contradictions.
par ses propres contradictions, ce mouvement n'a pas pu se mettre en place. Le M22, Le M22 dont j'en parle, donc le M22. Le M22 qui avait le choix et qui a fait également l'autocritique, parce que ceux qui ont fait le choix de l'autocritique, le document aussi, en parlant toujours du livre, nous avons le document de l'autocritique qui se trouve dans le livre. Et pourquoi nous sommes alliés à l'autocritique? Quand Diawara accepte de plutôt prendre la décision de replier à Goma Tete, c'était pour se dégager, chercher la voie là, c'est pour ne pas tirer sur les amis. Surtout sur les Parce populations que, civiles. ouais, là, parce que en fait, Préserver les populations civiles. c'est parce que il y avait un embrouillement terrible. Pour ceux qui voulaient le socialisme scientifique, qui avaient qualifié Massamba Deba de réactionnaire, bon, le socialisme bantou, bon, ne devait nous amener nulle part, alors qu'on n'avait pas compris Massamba Deba pour trouver la meilleure piste pour parler, pour construire un peu ce genre, pour trouver des pistes, pour amener les hommes sur une voie là, cette voie de construction, mais du développement. Mais ceux qui sont, ceux qui n'avaient, bon, les autres amis, c'était aussi des amis qui étaient des révolutionnaires comme nous, mais qui n'avaient pas compris la question. Notamment le groupe Mberi, le groupe Mberi, l'Issouba, les Mberi, l'Issouba, donc Kimwala et tous les autres. Et donc le groupe Noumazarat, parce qu'après, il y a eu deux groupes de tendance, les pro-Lissouba, les pro-Noumazalai, les pro-débat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les pro-Noumazalai, les pro-Lissouba, nous on était avec le Lissouba, plutôt le Lissouba, Diawara était à le Lissouba avec avec Noumazalai. Donc on mettra de côté Massamba Deba, parce qu'on ne l'avait pas compris. Mais avec le recul, si on l'avait compris Massamba Deba, c'est certainement que la méthode crapuleuse qu'on avait utilisée, qui est aussi décrite dans le livre, c'est les enlèvements de Masueme, Matsopota, Poabo, qui avait aussi une autre tendance dans le pays. Et cette méthode-là avait fait peur et a créé, je pense, pas seulement que je le pense, mais je le pense que c'est ça qui a créé le boulevard aujourd'hui à ce monsieur-là, de coup d'État permanent. Et on a continué comme ça sur les coups d'État permanents, sur les coups d'État permanents, état d'urgence. Mais je pense que ce mouvement a quand même eu le mérite de faire une sorte de mea culpa à travers l'autocritique. Mais c'est tout de suite. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, ou ce qui nous manque un peu, notamment à notre génération, c'est d'arriver à ce stade de ce que nous appelons le Kibélissa. D'arriver à ce stade de prise de conscience, de remise en cause, pour pouvoir rebondir, savoir faire la part des choses. Si par exemple, aujourd'hui, nous autres, moi je suis né à Kinkala et fier de le dire, nous autres du pôle, on nous prend maintenant pour je ne sais pas quoi au niveau du pays. C'est affligeant de voir que nous ne sommes plus en mesure d'être dans une démarche de critique, de savoir dissocier le bien et le mal, le bon gré et l'ivraie. Au moment où je sais pas, on met sur un pédestal un Toumi comme le sauveur du poule, nous qui avons eu des parents qui se sont installés, qui ont travaillé avec la milice coloniale et qui se sont installés à Kinkala dans les années 56-57, quand nous voyons ou nous entendons ce genre de choses, mais
ça ne donne pas des larmes, mais ça met dans un état de colère où on se dit, mais quelle mémoire nous allons transmettre à nos enfants? Hein, je ne sais pas si, Abel, vous partagez... C'est ce qui a été mis en place par ce système-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de mémoire. Nous, si on a écrit ce livre-là, c'est en partie aussi pour ça, pour que ça serve de mémoire. Que les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses ont été faites contre la population du Congo, particulièrement celle du Poul qui a une mémoire, je ne dirais pas phénoménale, mais qui a une grosse mémoire, puisqu'elle est quand même issue d'un grand royaume qu'on appelle le royaume Congo, qui est séculaire, qui a laissé des traces jusqu'au Vatican. Donc une mémoire qui est énorme, colossale, et surtout toute une culture, ce qu'on appelle le Kibuntu chez nous, qu'on appelle l'Ubuntu en Afrique du Sud. Donc cette capacité-là de se remettre en question, nous l'avions ancrée dans nos mémoires, nous l'avons ancrée dans notre culture. Mais tous ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui n'ont pas ce système-là dans leur tête, n'ont pas cette manière de réfléchir. La seule chose qui les a amenés au pouvoir, c'est quoi? C'est s'accaparer du pouvoir pour en jouir tout simplement. Mais pas construire le pays. Pas construire le pays. Et ça, c'est très grave. Il y a beaucoup de gens du Nord à l'époque qui le disaient, que si vous donnez à certains postes, certains de nos compatriotes du Nord, ils vont vous détruire le pays. Beaucoup de gars du Nord le disaient. Aujourd'hui, on a beaucoup de compatriotes du Nord qui refusent de rentrer au Congo à cause de ça. Ils se disent, j'ai un nom du Nord, si je rentre, on me donnera un poste et si je refuse, je vais me faire massacrer, je vais me faire tuer. Je vais faire rester à l'extérieur. Et beaucoup le disent, beaucoup le font. Alors, pour terminer un peu aujourd'hui notre causerie patriotique, je pense que peut-être une conclusion qui va commencer par Olivier, ou peut-être même autre chose à dire avant de conclure. Oui, je crois que on va continuer ces causeries. L'étude nous avons la matière. Et la matière est là. Il faut la diffuser. On ne craint pas, nous, les critiques. Il faut qu'on reçoive les critiques. Et il n'y a que comme ça qu'on peut chercher les voies et moyens de construire le pays. Comment le construire? Parce que le pays est passé totalement dans les mains de ceux qui ne veulent que l'argent. Les prédateurs. Oui, les prédateurs qui ne voient que l'argent. Et aujourd'hui, nous à l'époque, quand on était jeunes, quand on voulait s'habiller, on avait des grands, parfois vous allez aider au fleuve les chemins de Léo qui avaient traversé la nuit avec les paquets de cigarettes. Donc vous allez les aider pour qu'ils vous donnent, vous trouvez quelque chose pour vous acheter un pantalon ou quoi. Mais aujourd'hui, le pays est quadrillé, nos quartiers est plein des vendeurs de rumeurs de quartier. Les vendeurs de rumeurs de quartier qui ont de l'argent. Aujourd'hui, je peux même demander, mais où est-ce que cette personne-là a travaillé pour avoir tant d'argent? Donc, jusqu'à nous fabriquer les vendeurs de rumeurs de quartier, qui sont pleins d'argent. Donc, dans les quartiers là, les quadrillés là, pour la sac, pour s'acheter de quoi s'habiller, donc ils vont alimenter, ils vont informer. Ça sous-paye ces informations-là, ces informateurs-là. Ça sous-paye des gens qui ne... Ils tuent l'État, ils payent pour son pouvoir. Des gens qui vont lui dire n'importe quoi. C'est ce qui contribue un tout petit peu à déstabiliser la diaspora notamment. C'est pour cela que nous sommes pleins d'admiration, comme je le disais tout à l'heure, de voir que vous avez réussi de mobiliser tant de personnes pour créer la Fédération des Congolais de la diaspora et arriver à conclure toutes vos recherches, vos réflexions par un ouvrage qui fera date, j'en suis sûr, puisque aujourd'hui il fait beaucoup parler de lui et nous sommes fiers, voilà, de ce travail que vous avez fait, et vraiment nous souhaiterions justement dans le cadre
de ces causeries patriotiques, donc dialogue avec les aînés, que vous puissiez continuer vraiment à nous édifier et j'espère que nous aurons encore l'énergie, le temps et la disponibilité de nous retrouver prochainement pour approfondir notamment quelques éléments qui ont déjà été un tout petit peu abordés au cours de cet entretien. Et Ben, pour terminer, un petit mot. Je crois que c'est comme vous avez tous dit, hein, il faut aujourd'hui qu'on se mette, comme on dit, autour de la table, qu'on se mette à réfléchir, qu'on se mette à évoquer les problèmes du pays d'un point de vue, je dirais, tronqué ou très parcellaire, mais à regarder plutôt quel est l'avenir de demain et comment on va construire cet avenir-là, parce que c'est quand même notre pays, c'est notre bien commun et qu'on ne peut pas laisser à nos enfants abîmer. Il faut qu'on le laisse en pleine reconstruction. Et là, dessus, je terminerai plutôt par un conseil que me donnait mon grand-père à l'époque, quand j'avais 12 ans, 13 ans. J'allais en vacances au village et une fois, il nous dit, il faut que vous alliez planter des arbres dans le coin là-bas parce que vos petits-enfants en mangeront les fruits. Et nous, on se moquait du grand-père, il disait, attends, il pense à nos petits-enfants, on a 12 ans, les petits-enfants, on n'aura jamais. Et quand il y a eu la guerre, effectivement, en 97-98, mes enfants, donc les enfants de mes frères, donc qui sont mes enfants, quand ils ont tous fui pour aller dans le pool, sont arrivés dans notre village, le village de ma mère, donc notre village, puisque nous, c'est quand même le matriarcat, donc c'est mon village. Et quand ils sont arrivés là-bas, les vieilles qu'ils ont trouvé là leur ont dit, ah, cet arbre-là, c'est papa un tel qui l'a planté. Cet arbre-là, c'est papa un tel qui l'a planté. Ils en ont mangé les fruits. Et moi, quand j'arrive en 99, je rencontre dans le village des petits qui me disent, en fait, papa Ben, cet arbre-là, toi qui l'avais planté, il y a encore quelques safous là, on va te les chercher. Ils sont montés dans l'arbre, comme c'est tout petit, ils sont allés récupérer quelques safous que j'ai mangé avec beaucoup de délectation. Alors moi, ça m'était totalement sorti la tête. Donc, pour dire que chez nous, il y a quand même des maximes qui font que il faut nous mettre autour de la table parce qu'il y a le pays à construire. Comme de coutume, hein, on ne pourra pas terminer cette causerie patriotique sans laisser la parole à l'aîné pour conclure. Et, ben c'est déjà fait, la conclusion elle est faite. Alors vraiment, merci beaucoup à l'homme de l'ombre, notre caméraman. Il faut couper vidéo. Voilà, merci beaucoup et donc nous fixons rendez-vous pour la prochaine causerie patriotique 002. Merci.